Nous avons frissonné de froid dans des cabanes médiévales et ressenti le poids de l'honneur d'un samouraï. Mais ce soir, nous allons à une époque de poudre à canon, de piété et de pouvoir. Une époque où un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais dominait le monde. Et au cœur de cet empire, battant comme un tambour de guerre, se trouvait la force de combat la plus innovante, professionnelle et redoutée de son temps. Nous ne parlons pas de chevaliers en armure étincelante. Nous parlons d'hommes de fer, de soldats, de fortune, de vétérans endurcis, de catholiques dévots et de mercenaires impitoyables, tous unis sous une seule bannière. Nous parlons des tercios espagnols, pendant près de 200 ans, des plaines d'Italie, aux champs de Flandre et aux jungles des Amériques, le tercio fut la machine de guerre ultime, une combinaison mortelle de piques, d'épées et de la puissance révolutionnaire de l'arquebuse. Ils étaient l'avant-garde d'un empire mondial, les exécuteurs de la volonté de leur roi et les défenseurs de la foi catholique. Leur réputation était légendaire, leur discipline de fer, leur ténacité au combat mythique. On vous a raconté l'histoire de leur gloire, des victoires impossibles, de l'infanterie qui ne battait jamais en retraite. Mais ce soir, nous allons regarder à l'intérieur de cette formation apparemment invincible. Nous allons vous mettre à leur place. Vous êtes un soldat du tercio, et vous êtes sur le point de découvrir que votre plus grand ennemi n'était pas l'armée française ou les rebelles hollandais. Votre plus grand ennemi était souvent l'empire même pour lequel vous combattiez. Parce que l'histoire des tercios n'est pas seulement ni une histoire de conquête, c'est une histoire d'abandon, de mutinerie et d'une machine de guerre si coûteuse qu'elle a fini par dévorer ses propres créateurs. Plantons le décor. C'est le XVIe siècle. Vous êtes un jeune homme quelque part en Espagne. Peut-être êtes-vous le deuxième fils d'un hidalgo appauvri sans terre à hériter. Ou peut-être êtes-vous un paysan fatigué de labourer la même terre pour une misère. Vous n'avez pas beaucoup d'avenir, mais vous entendez les histoires. Des histoires de Flandre, d'Italie, du Nouveau Monde. Des histoires de butin, d'aventure, d'une vie au-delà de votre village poussiéreux. Et vous entendez parler des tercios, l'élite, l'armée professionnelle du roi. Un endroit où un homme, quelle que soit sa naissance, peut se faire un nom, une réputation et surtout un salaire. Contrairement aux armées féodales de levée paysanne, le tercio était une armée de volontaires professionnels et la solde, du moins en théorie, était bonne. Un simple soldat, un piquier ou un arquebusier gagnait plusieurs écus par mois, un salaire qui dépassait de loin ce que vous pouviez gagner dans les champs. Alors vous vous engagez. Vous vous rendez au poste de recrutement où un capitaine vous inspecte. Il recherche des hommes forts et en bonne santé, capables de supporter les rigueurs de la campagne. S'ils vous acceptent, ils vous donnent une avance, votre première paye, et vous affectent à une compagnie. Vous dites au revoir à votre famille. Votre mère prie pour votre âme, votre père vous donne une accolade bourrue. Vous savez que vous ne reviendrez peut-être pas, mais la promesse d'une vie différente est trop forte pour être ignorée. Votre voyage commence sur ce qu'on appelait le chemin espagnol, une route épique qui menait les recrues d'Espagne à travers l'Italie et les Alpes jusqu'au cœur de la guerre, aux Pays-Bas. C'est une marche de plusieurs mois, une épreuve d'endurance avant même de voir votre premier champ de bataille. Une fois en Flandre, votre véritable éducation commence. Vous êtes intégré à la structure unique du tercio. Ce n'est pas seulement un régiment, c'est une communauté, une fraternité. Il est divisé en compagnies, chacune avec son propre capitaine, son enseigne et son sergent. Mais la véritable innovation, celle qui terrifiait que leurs ennemis, était que leur formation de combat
le carré de pique. Imaginez un hérisson humain d'acier, un carré massif de souvent plus de 1000 hommes. Au centre et dans les rangs intérieurs se trouvent les piquiers. Comme vous maniez une pique de plus de 5 mètres de long, une formidable lance en bois de frêne avec une pointe en acier acérée. Votre travail est simple et terrifiant tenir la formation. Vous êtes un maillon dans un mur de lance. Devant vous, vos camarades forment une barrière impénétrable qu'aucune charge de cavalerie ne peut briser. Mais le génie du tercio n'était pas seulement dans la défense, il était dans l'attaque. Au coin du carré, comme des crocs venimeux, se trouvaient les manches d'arquebusiers. Ces hommes, armés des premiers mousquets maladroits, étaient l'artillerie mobile de la formation. L'arquebuse est une arme encombrante. Il faut une éternité pour la recharger. Il faut mesurer la poudre, insérer la balle, enfoncer la bourre, placer la mèche allumée. C'est un processus lent et dangereux, mais quand il tire, le son est assourdissant et la balle de plomb peut percer l'armure d'un chevalier à 100 mètres. Et c'est là que la chorégraphie mortelle du tercio entre en jeu. Le carré avance lentement, un monstre de piques et d'acier. Les arquebusiers des manches avancent, forment une ligne, tirent une volée dévastatrice de plomb sur l'ennemi, puis se replient dans la sécurité du carré de pique pour recharger. Pendant qu'ils rechargent, une autre ligne d'arquebusiers avance, tire et se replie. C'est un cycle constant de feu et d'acier, une forteresse ambulante qui pouvait se défendre contre la cavalerie et décimer l'infanterie ennemie à distance. Et si l'ennemi parvenait à s'approcher, si la bataille se transformait en une mêlée chaotique, alors les piquiers des premiers rangs laissaient tomber leurs piques et dégainaient leurs épées. La célèbre rapière espagnole, ainsi qu'un poignard, transformait chaque homme en un duelliste mortel. Cette combinaison d'armes à feu et d'armes blanches, de défense et d'attaque, a rendu le tercio pratiquement invincible en rase campagne pendant plus d'un siècle. Ils étaient disciplinés, expérimentés et surtout incroyablement coriaces. Mais quelle était votre vie quotidienne à l'intérieur de cette machine? C'était une vie de contradictions extrêmes. D'une part, vous étiez entouré d'une profonde piété. Vous étiez un soldat de la monarchie catholique, luttant contre les hérétiques protestants aux Pays-Bas ou contre les infidèles ottomans en Méditerranée. Chaque compagnie avait son propre aumônier. La messe était célébrée avant la bataille. Le chapelet était prié. De nombreux soldats portaient des médailles de la Vierge Marie ou de Santiago Matamoros, le saint patron de l'Espagne. Vous croyiez, avec une foi inébranlable, que vous meniez la guerre de Dieu. D'un autre côté, lorsque vous ne combattiez pas, la vie était un mélange d'ennui, de jeu et de vices. Vous passiez des mois en garnison dans les villes froides et humides de Flandre. Votre solde, quand elle arrivait, était rapidement dépensé dans les tavernes, au dé, et avec les prostituées qui suivaient, l'armée partout. Un camp mobile de service et de désespoir. Les bagarres étaient courantes. L'honneur d'un soldat était aussi important que sa solde. Une insulte, un mauvais regard, une dispute sur une partie de cartes. Tout pouvait se terminer à coups de couteau dans une ruelle sombre. La vie ne valait pas cher et la mort une vieille connaissance. Vous vous êtes habitué aux épreuves, à dormir dans la boue, à marcher sous la pluie incessante, à manger du biscuit de mer aussi dur que de la pierre, souvent infesté de charançons. Vous vous êtes habitué à voir mourir vos camarades, non seulement au combat, mais aussi des maladies qui ravageaient un peu les camps. Mais il y avait une chose à laquelle vous ne vous êtes jamais habitué. Une chose qui est devenue la plus grande menace pour l'Empire et le cauchemar récurrent de votre vie. L'Empire espagnol, malgré tout l'or et l'argent arrivant du Nouveau Monde,
était perpétuellement au bord de la faillite. Les guerres sur plusieurs fronts étaient incroyablement coûteuses, et souvent, l'argent n'arrivait tout simplement pas. Les soldes étaient retardés de plusieurs mois, parfois de plusieurs années. Imaginez que vous vous êtes battu, que vous avez saigné, et que vous êtes mort pour votre roi dans les champs de Flandre. Vous n'avez pas vu votre famille depuis une décennie. Vous êtes fatigué, blessé et affamé, et vous n'êtes pas payé. Au début, vous vous plaignez. Le capitaine promet que la solde est en route. Vous attendez. Les mois passent. La promesse devient vaine. Votre loyauté, forgée dans la foi et le devoir, commence à s'éroder et est remplacée par une colère froide et pragmatique. Et puis la mutinerie éclate. Ce n'était pas une simple protestation, c'était une prise de contrôle organisée. Les soldats d'un ou de plusieurs tertiaux élisaient leur propre chef, les électos, et déclaraient qu'ils cesseraient de servir le roi jusqu'à ce qu'on leur paie ce qui leur était dû. Ils s'emparaient d'une ville, la fortifiaient et refusaient de se battre. Ils n'étaient pas des déserteurs, ils se considéraient comme des professionnels, exigeant que leur contrat soit rempli. Ils créaient leur propre république au sein de la ville occupée, avec leurs propres lois et leur propre système de justice, et ils attendaient. Pour l'Empire espagnol, une mutinerie était une catastrophe. Elle paralysait l'armée à un moment crucial. Une ville stratégique comme Anvers pouvait être prise par ses propres défenseurs. La couronne, humiliée, était forcée de négocier. Ils envoyaient des émissaires avec des promesses, avec de l'or, avec des pardons. Mais parfois la patience s'épuisait et la mutinerie se transformait en pillage. L'exemple le plus tristement célèbre est la furie espagnole de 1576. Après des mois sans solde, les tertiaux mutinés aux Pays-Bas se déchaînèrent sur la prospère ville d'Anvers. Pendant 3 jours, la ville fut soumise à un pillage d'une brutalité apocalyptique. Des maisons furent incendiées, des milliers de citoyens furent assassinés, des femmes furent violées, et tout ce qui avait de la valeur fut volé. Ce fut une orgie de violence qui brisa la réputation de l'Espagne en Europe et unit les provinces néerlandaises, tant catholiques que protestantes, dans une révolte commune contre leur oppresseur. Vous, en tant que soldats, étiez confrontés à un choix impossible: rester fidèle à un roi qui vous laissait mourir de faim, ou rejoindre vos camarades dans la mutinerie, risquant l'exécution en tant que traîtres, mais avec l'espoir d'obtenir votre solde. Il n'y avait pas de réponse facile. Pendant plus d'un siècle, le tertio a semblé invincible, mais le monde changeait. Les tactiques militaires ont évolué. De nouveaux types de mousquets, plus légers et plus rapides à recharger, ont commencé à apparaître. L'artillerie de campagne est devenue plus mobile et plus puissante. La formation rigide du carré de pique, autrefois sa plus grande force, est devenue sa plus grande faiblesse. C'était une cible large et lente pour les canons ennemis. Le moment symbolique de la fin est survenu en 1643 à la bataille de Rocroi. Un jeune et brillant général français, le duc d'Enghien, affronta les vétérans des tertios espagnols. Au lieu de charger aveuglément contre le mur de pique, il utilisa son artillerie et sa cavalerie intelligemment, flanquant et usant la formation espagnole. Pendant des heures, les tertios ont tenu bon, comme ils l'avaient toujours fait. Entourés, en infériorité numérique, ils refusèrent de se rendre. Ils formèrent un dernier carré, défiant, un monument d'orgueil et de résistance. Mais à la fin, l'artillerie française les a anéantis. Pour la première fois, en 150 ans, un tertio espagnol fut vaincu de manière décisive sur le champ de bataille.
Ce n'était pas la fin du tertio, mais c'était le début de la fin. La machine de guerre qui avait dominé l'Europe était devenue obsolète, trop lente, trop rigide, trop chère pour un empire qui s'effondrait sous le poids de ses propres ambitions. Lorsque vous prenez enfin votre retraite, si vous y parvenez, vous ne retournez pas dans une Espagne glorieuse et riche, vous retournez dans un pays épuisé, appauvri par les guerres sans fin que vous avez vous-même menées. L'or du Nouveau Monde avait traversé l'Espagne comme une fièvre, laissant derrière lui l'inflation, la dette et une noblesse qui méprisait le travail. Vous êtes assis sur votre petite parcelle de terre avec vos cicatrices et vos souvenirs. Vous êtes le fantôme d'un empire, un témoignage vivant d'une époque de foi inébranlable et de brutalité sans limite. L'histoire des tertios espagnols est l'histoire d'un paradoxe. Ils étaient, sans aucun doute, l'une des forces de combat les plus redoutables de l'histoire, mais ils étaient aussi les instruments et les victimes d'un système qui exigeait une loyauté absolue, mais n'offrait souvent en retour que des promesses non tenues. Ce n'étaient pas de simples soldats, c'était une fraternité forgée dans la foi, la discipline et la souffrance partagée. Ils ont combattu avec un courage qui a stupéfié leurs ennemis, mais ils se sont aussi mutinés, ont pillé et commis des atrocités au nom d'un salaire qui arrivait rarement. Alors la prochaine fois que vous penserez au siècle d'or espagnol, ne pensez pas seulement aux poètes et aux peintres. Pensez au soldat anonyme du tertio, avec sa pique de 5 mètres, son arquebuse fumante et son chapelet usé. L'homme qui a porté un empire sur ses épaules et qui, à la fin, a été consumé par le même feu qui l'a aidé à allumer.